Bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, ah, Bouchra. Bonjour. Enfin, oui, donc ça va. Donc, il y a une connexion. Très bien. Bonsoir, Bouchra. Donc, vous êtes la première et la seule pour le moment. Donc, je vais attendre un petit peu. Ah oui, Mohamed Adam Benamma, bonsoir. Alors, eh ben, ils n'ont pas l'air de vouloir se précipiter ce soir. Ah, Guillaume, bonjour. Bon, Ashraf Zal, bonsoir. Kino Nani, bonsoir. Christina Staelens, bonsoir de la Belgique, bonsoir. Selma, bonsoir. Guillaume, merci. Bon. Yushin, Punzo, Philippe, l'ogre. Eh ben, c'est très bien. Emmanuel, bonsoir, Emmanuel. Alors, bon, ben, je vais attendre encore 1 ou 2 minutes. Marie Esfa Larcher Shiraz, bonsoir. Shiraz, ça fait un peu iranien, non? Perse, perse. Saïda, bonsoir. Bon, H-Cam, bonsoir. Emmanuel me pose une question, mais il faudra qu'il trouve. Hein, parce que avez-vous lu Bouchra, False Flag d'un jeune Saiyan adolescent qui a fait aux USA un appel à la bombe? Non, mais j'avais dit qu'il y a à peu près 2 semaines, il y a eu quelque chose comme presque une centaine d'appels à la bombe, concentrés sur 3-4 jours, et évidemment, enfin, qui portaient sur des centres juifs. Donc ça a obligé le président Trump à faire une belle déclaration contre l'antisémitisme, etc. Parce qu'en fait, les Juifs ne sont pas très sûrs de ce type, finalement. Donc ils ont monté toute une opération d'appel à la bombe et d'attentat dans un cimetière. Et là, évidemment, bon, ben, il n'a pas pu faire autrement que de dire l'antisémitisme, c'est pas bien.
Bonsoir Abdelmajid, bonsoir de Tanger, belle ville, belle atmosphère. Alors Emmanuel me dit on voit pas bien. Bon, il voit pas bien quoi? Ah, le tableau peut-être. Ah oui, 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 d'accord. Eh oui, 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 je sais, oui. Il y a quelqu'un qui a trouvé, hein. Donc, il y a même deux personnes qui ont trouvé. Bon, alors, donc ce soir, je vais vous parler. En fait, c'était la question que j'ai trouvée amusante. Bon, ça nous permet de parler des Sayanim, c'est un sujet très important. Donc, c'est une question de Francisco Alvarez qui me demande est-ce qu'il y a 1 million de Sayanim? Bon, alors, est-ce qu'il y a 1 million de Sayanim? Il y a 1 million potentiel de Sayanim. C'est-à-dire que le Mossad peut disposer effectivement d'1 million s'il le voulait. Donc, enfin, en une semaine, il peut recruter 1 million de Sayanim. Pourquoi? Parce que il y a d'abord, vous savez, le Bnei Brit, la franc-maçonnerie juive internationale, il y a 500 000 membres à travers le monde. Et ces 500 000 membres sont tous dévoués à Israël. Donc déjà, je pense que si on demandait à n'importe quel membre du Bnei Brit de devenir un Sayan, il considérait cela comme un honneur et un privilège, et donc il accepterait. Et puis il y a tous ceux qui ne font pas partie font partie d'autres organisations sans faire partie du Bnei Brit, des mouvements de jeunesse par exemple, des mouvements intellectuels, etc. Enfin bon. Et on peut atteindre le million. Bon, mais le Mossad n'a pas besoin d'1 million. Pourquoi? J'avais estimé que à peu près il doit y avoir 50 000 Sayanim dans le monde. Je suis parti sur la base d'un calcul qui a été fait par Victor Ostrovsky, qui était un ancien agent du Mossad et qui a écrit un livre très intéressant. Enfin, si vous pouvez le lire, il est vraiment très intéressant parce qu'il raconte sa formation d'agent du Mossad, etc. Et le Mossad a essayé de faire interdire son livre au Canada, parce que c'est quelqu'un qui s'est réfugié au Canada parce qu'il est, disons, par prudence. Bonjour de Rabat Hicham. Et donc, il avait raconté des anecdotes sur l'intervention des Sayanim à Londres, vous savez, qui ont aidé à attraper le fameux Mordechai Vanunu, qui avait dévoilé des photos de la centrale nucléaire de Dimona et qui a vendu ces photos à un journal britannique. Et qui était, je me souviens pas du... Vous tapez Victor Ostrovsky sur Google et vous allez tomber l'histoire du Mossad, quelque chose comme ça. Enfin bon. Et donc, à l'époque, il avait dit, c'était dans les années 80, dans les années 80, il y avait, d'après lui, 3000 Sayanim dans la seule ville de Londres. Donc, on peut extrapoler et dire, par exemple, qu'en France, il y a à peu près, j'ai donné le chiffre de 4-5 000. Bon, aux États-Unis, il y aurait vers 10-15 000 à peu près. Enfin bon, on peut à quelques milliers près. Mais pourquoi le Mossad ne recrute pas plus? Voilà. Pourquoi il n'atteint pas 1 million, par exemple? Parce que, ah, vous avez lu le livre? Ah oui, d'accord, bon. Et parce que, en fait, les Sayanim, il faut les gérer. C'est-à-dire, vous savez comment on appelle, quand on travaille pour un service secret, par exemple, vous savez, celui qui a commis Mohamed Merah, voilà.
Bon, Mera, enfin on a dit que c'était un terroriste, mais en fait, c'était quelqu'un qui était manipulé par les services secrets français. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était traité, il avait un sujet, il avait un agent des services secrets français qui le traitait. Donc, qui le suivait, par exemple, Mera est allé en Israël, il a passé 24 heures, il a transité par Israël, tout ça, bon, il avait 2 passeports, bon, donc tout ça grâce à son agent traitant, comme on l'appelle, il a pu faire pas mal de choses. Après, on l'a descendu parce que, bon, ben, il devenait gênant et puis on avait besoin, disons, de descendre un terroriste, entre guillemets. Donc, ce qu'on appelle, quand quelqu'un devient un Sayan, il est suivi parce que le Sayan s'intéresse à lui. Le Sayan, par exemple, mettons, il y a un prof dans un lycée, un juif sioniste, bon, qui enseigne l'anglais dans un lycée. Il n'intéresse pas le Mossad en tant que tel. Sauf si, par exemple, dans le lycée, il y a des renseignements intéressants à tirer. À ce moment-là, oui, il va lui dire, voilà, tu vas devenir un Sayan et tu vas travailler pour nous. Mais sinon, le Mossad n'a pas intérêt n'a pas intérêt à le recruter parce que il faut le former, il faut lui dire qu'est-ce qu'il faut prendre comme enseignement, etc. Bon, quelqu'un qui travaille dans un média, il est évident que le Mossad le recrute tout de suite, comme Patrick Cohen, comme Elisabeth Lévy, comme Badinter, etc., etc. Mais il y a beaucoup, ou bien il ne faut pas faire double emploi. Par exemple, mettons, vous avez une agence bancaire à Paris, mettons, c'est un exemple, HSBC par exemple. HSBC, bon, il y a beaucoup de comptes, mettons, arabes. Le Mossad aimerait bien connaître les mouvements des comptes qui appartiennent à des Arabes ou à d'autres qui voudraient contrôler. Donc, il recrute 1 ou 2 ou 3 Sayanim. Il n'a pas besoin d'avoir 10. Par exemple, le Mossad a besoin d'un Sayan qui soit garagiste. S'il a besoin, par exemple, d'une bagnole trafiquée, mais il n'a pas besoin de recruter 10 garagistes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, le Mossad peut recruter 1 million, mais il n'a pas intérêt parce que ces gens-là, il faut les gérer. Il faut leur envoyer des messages, il faut récupérer leurs informations, etc. Non, en général, Selma, vous savez, le Mossad, il s'adresse pas, il va pas venir me voir pour que je devienne un Sayan. Le Mossad, il sait à qui il s'adresse. Bon. D'abord, il a la liste, il peut obtenir la liste de tous ceux qui sont au Bnai Brit. Donc, comme je vous ai dit, il y a 500 000 membres dans le Bnai Brit, la franc-maçonnerie juive internationale, et il y a de tout dans le Bnai Brit. Il y a des journalistes, il y a des économistes, il y a des gens qui travaillent à la banque, il y a des boursicoteurs, enfin des politiques, il y a des sénateurs, il y a des publicistes, etc. Donc, si le Mossad va voir quelqu'un du Bnai Brit, il n'y a aucun problème. Donc, le Mossad, il ne va pas voir quelqu'un, enfin, il sait à qui il s'adresse. En général, ces juifs qui font partie d'organisations juives ou sionistes, donc ce sont des agents potentiels. Il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Et donc, finalement, le Mossad ne recrute que des gens qui l'intéressent, c'est-à-dire qui peuvent rendre des services, mais pas en doublant, pas en double emploi. En fait, le coup de génie du Mossad, c'est de se dire dans les années 50, ah oui, que faire à l'échelle individuelle? Ben, il faut, en fait, pour les contrer, ben, il faut les dénoncer en tant que Sayanim. Voilà. C'est-à-dire, évidemment, on ne sait pas s'ils sont des Sayanim.
Mais on peut essayer de leur coller ce qualificatif. Par exemple, à chaque fois qu'on parle de Finkielkraut ou d'Elisabeth Lévy ou de Patrick Cohen de France Inter, etc., on peut dire le Sayan ou les Sayanim, voilà, et puis mais en fait, on ne peut pas. Enfin, il faut lutter contre le travail du Mossad en France de manière, c'est-à-dire contre l'influence du lobby judéo-sioniste en France de manière générale, puisque les Sayanim ne sont pas connus. Et donc, le coup de génie du Mossad, c'était de se dire, dans les années 50, il y avait un chef qui s'appelle Meir Amit. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant qui s'appelle, enfin, le livre de Gordon Thomas, L'histoire secrète du Mossad. Et donc, dans les années 50, il se dit, alors, il y a pas mal de juifs dans le monde qui pourraient nous rendre des services. Donc, ils vont voir ces juifs, comme je dis, en général, ils sont dans des organisations juives ou sionistes, et donc ils acceptent volontiers parce qu'il leur dit, voilà, Israël est en danger, il faut qu'on joue serré, etc. Donc quel est le travail d'un Sayan? Donc en fait, dans les années 50, Meir Amit, le chef du Mossad de l'époque, s'est dit, voilà, je vais commencer à recruter des agents. Et en fait, c'est, comment dire, c'est le meilleur service secret du monde, le Mossad. C'est, enfin, dans le sens où il a quasiment 40 000 à 50 000 agents qui travaillent pour lui. Enfin, je veux dire, même la CIA, et dans le monde, la CIA a des Américains qui travaillent pour elle. Le KGB a des Russes qui travaillent pour lui. La DST française a des Français qui travaillent pour elle. Mais le Mossad dispose d'agents américains, d'agents russes, d'agents français, d'agents britanniques, d'agents marocains, italiens, allemands, etc., etc. Et qui sont dans tous les domaines. C'est-à-dire, par exemple, ils travaillent à la banque, ils travaillent dans la politique, ils travaillent dans l'industrie, ils travaillent dans la publicité. Par exemple, dans le cinéma, mettons quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy. C'est certainement un Sayan de grande importance, qui rend des services énormes au Mossad. Parce que d'abord, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de relations personnelles avec beaucoup d'hommes d'affaires, des politiques de tous bords, des gens des médias. Il est très influent dans les médias. Et je vais prendre un exemple. Il est par exemple, il préside le conseil de surveillance d'Arte. C'est quoi un conseil de surveillance d'Arte? C'est un conseil qui est supposé vérifier que Arte respecte la déontologie, l'objectivité, etc. Donc c'est Bernard-Henri Lévy qui contrôle la déontologie d'Arte. Bon, donc vous voyez un peu dans quel sens va aller Arte. Et il est là depuis une vingtaine d'années. Bon, mais je vais vous parler de Bernard-Henri Lévy quand il présidait la commission d'avance sur recette du Conseil national du cinéma. Voilà une fonction très importante. C'est la commission qui distribue, c'est quand on veut faire un film en France, il se fait à peu près entre 120 et 150 films par an. Et tous les films ont besoin d'une avance sur recette. Aucun film quasiment ne se fait s'il n'a pas une avance sur recette. Quelle est la nouvelle génération des Saiyans? Je vais essayer d'y répondre. Oui, Hanouna, enfin, il est probable, enfin, pourquoi pas, c'est un bon juif qui fait partie de la communauté, donc il peut rendre des services, c'est-à-dire,
Voilà, je reviendrai à BHL tout à l'heure. C'est quoi un service que peut rendre Hanouna, par exemple? Par exemple, il peut interdire son émission à tout humoriste, entre guillemets. Vous savez, aujourd'hui, les humoristes, en France, ceux qui ont pignon sur eux, ça veut dire ceux qui travaillent sur France Inter, ceux qui travaillent à Canal, etc. Enfin, ils savent qu'ils ont des lignes rouges qui ne doivent pas passer, qui ne doivent pas transgresser. Par exemple, ils ne parlent jamais d'Israël, ne parlent jamais des colonies, ne parlent jamais de la Palestine, etc. Alors, ils peuvent taper sur les nègres, sur les bougnoules, sur les cathos, ah oui, ça c'est. Mais ils savent, voilà. Donc, un humoriste comme Jamel, enfin, et tous ceux qui suivent Jamel, enfin, les rappeurs, enfin. Prenez par exemple quelqu'un comme Joe Star. Joe Star était quelqu'un qui il y a quelques années, avait déclaré qu'il faut modifier SOS Racisme, c'est-à-dire passer à une organisation véritablement antiraciste, parce que SOS Racisme était inféodé aux Juifs. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais presque. Bon, et il a eu une période, disons, un peu vide, voilà. Et là, depuis 4-5 ans, vous le voyez dans toutes les émissions, il est rentré dans le système. Voilà, il participe aux émissions, il a des rôles, etc. D'accord? Bien. Ben, c'est quelqu'un qui n'a jamais repris sa critique de SOS Racisme. Voilà. Donc en fait, le boulot de ces animateurs, c'est de contrôler, comme par exemple, comment il s'appelle, celui qui passe sur Canal, enfin le fameux, il est toujours habillé en noir, enfin bon. Il a dit un jour, voilà, Sora, les Dieudonné, ils ne passeront jamais chez moi. Voilà. Ardisson. Voilà. Donc, bon, lui n'est pas un Sayan parce qu'il n'est pas un juif, mais il obéit aux Sayanim. Ardisson, il sait que s'il fait le malin, son contrat ne sera pas renouvelé. Donc, voilà. Donc, en fait, quand donc BHL, il contrôle le Centre national du ciel, il contrôle les avances sur recettes. Quand Dieudonné voulait faire un film sur l'esclavage en 2000, il n'a pas eu l'avance sur recettes, donc il n'a pas pu faire le film. Donc en fait, alors par exemple, Attal, il a fait un film sur le Mossad. Il a eu beaucoup d'argent. C'est ça le travail des Sayanim. Bernard-Henri Lévy avait une assistante qui a travaillé au Centre national du cinéma et qui s'appelle Audrey Azoulay. Audrey Azoulay est la fille d'André Azoulay, le fameux Sayan qui conseille le roi du Maroc. Et lui, j'ai dit ça dans des vidéos, c'est un vrai Sayan qui travaille pour le Mossad. Et c'est lui, dès les années 80, c'est lui qui a fait entrer Israël, qui a permis la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Et par la suite, avec les autres pays du Golfe. Donc c'est un rôle très important. Donc sa fille, Audrey Azoulay, elle a dû rendre de bons services, elle est rentrée à l'Élysée, elle est devenue ministre de la Culture. Et voilà par exemple quelqu'un qui, mettons, je vais prendre un exemple. Il y a 2 ans, la directrice du musée de Jeux de Paume a programmé une exposition de photos de la Palestine. Bon. Et ça, disons, ça embête le CRIF. Parce qu'en fait, ils veulent empêcher toute critique d'Israël, toute manifestation palestinienne. Et donc, ils ont, parmi les 30 ou 40 photos qu'il y avait la photo d'un Palestinien avec un bandeau vert. Bon, avec l'écriture arabe. Bon. Donc, ils ont dit, c'est un terroriste, donc, l'exposition fait l'apologie du terrorisme. Donc, il y a eu des appels à la bombe, il y a eu des manifestations, etc. Bon.
le travail d'Audrey Azoulay, ça va être quoi? Quand le mandat de cette directrice va arriver à son terme, elle va la mettre dans un placard. C'est-à-dire, elle va lui faire comprendre que des choses comme ça ne se font pas. Voilà. Maintenant, Audrey Azoulay, elle peut, enfin la France, va la proposer à la présidence de l'UNESCO. Donc, vous voyez un peu, si on a un agent du Mossad qui préside l'UNESCO, remarquez, l'ONU, aujourd'hui, comme je l'ai mis sur ma page il y a 2 jours, l'ONU est quasiment à la botte d'Israël. Là, par exemple, il y avait je crois que c'était une expo photo ou quelque chose, ou un rapport qui a été enlevé à la demande d'Israël. Voilà, aujourd'hui, Israël fait la loi à l'ONU, c'est fabuleux. Bon. Donc, je reviens aux Sayanim. Alors, les Sayanim, par exemple, vous avez, mettons, leur travail, c'est d'abord d'informer le Mossad quand il le faut. Par exemple, s'ils travaillent dans une banque et le Mossad veut savoir ce qui se passe dans cette banque, s'il veut savoir ce qui se passe dans les médias, etc. Dans une industrie, par exemple, mettons une usine qui vend des armements. Vous savez, une fois, il y a eu une usine qui devait vendre un réacteur nucléaire, je crois que c'était à l'Iran ou à l'Irak, et qui a été saboté. Bon. Donc ça, il y a eu des informations. Mais je vais vous donner un cas concret, raconté par Victor Ostrovsky. Alors, Maurice Pierre me demande dans quel pays ont-ils le moins d'influence? Ben, là où il y a le moins de juifs et là où il y a le moins d'intérêt à tirer. Voilà, à peu près. Enfin, je vais essayer peut-être de revenir sur la question. Donc là où il y a le moins de juifs et là où il y a le moins d'importance. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Je vais vous raconter un cas concret de Victor Ostrovsky et vous allez comprendre le rôle d'un Sayan. Entre autres, enfin, c'est multiple. Lorsque l'Irak a acheté une centrale nucléaire à la France, la centrale d'Ozirak, une centrale tout à fait pacifique, c'est-à-dire de recherche nucléaire classique. Et d'ailleurs, elle a été construite à l'air libre, en surface, comme on envoie une centrale nucléaire qui produit de l'électricité, etc. Mais pour Israël, c'était intolérable. C'est-à-dire, pour Israël, aucun pays arabe n'a le droit de maîtriser l'énergie nucléaire. Voilà. C'est comme ça, ils ont décidé. Et donc, Israël a prétexté du danger éventuel, alors que c'était la France qui maîtrisait la centrale, pour la bombarder. Seulement, ce qui s'est passé avant, l'Irak avait envoyé une trentaine de scientifiques pour se former à Saclay. Saclay, c'est le centre de recherche nucléaire. Je crois que c'est dans le sud de Paris. Bien. Et pour un service secret normal, classique, pour avoir les dossiers de ces personnes, parce que bon, elles sont quand même discrètes, elles sont surveillées, etc., il faudrait des semaines, sinon des mois, pour les atteindre. Pour le Mossad, il n'y a pas de problème. Ils ont un Sayan à l'intérieur. Voilà. Il y a toujours quelque part un juif sioniste qui est prêt à collaborer avec le Mossad. Donc le Mossad lui demande les dossiers de ces Irakiens, il les photocopie et il les rend. Et là, ils étudient les dossiers, ils trouvent quelqu'un, bon, je ne peux pas vous raconter en détail, mais c'est extra comme manipulation. Donc, ils arrivent à retourner un type, parce qu'ils arrivent à s'introduire chez lui, en se faisant passer pour, enfin, etc., etc., à le prendre rendez-vous, à le photographier avec une femme. Enfin, il est tombé dans un panneau. Donc, il a été obligé de raconter, et entre autres, il a dit que le chef du projet irakien allait venir à Paris incognito
dans un hôtel X. Et donc, 2 agents du Mossad sont allés et ils ont descendu le type. Voilà. Personne ne savait qui il était, sauf le Mossad. Voilà le travail des Sayanim. Maintenant, je vais vous donner, comment dire, un truc général. Enfin, c'est-à-dire parce que les Sayanim peuvent travailler individuellement. Non, les Sayanim ne sont pas rémunérés. Ils font ça bénévolement parce qu'ils ont un idéal, enfin, leur idéal. Et donc, ça, c'est au niveau individuel. Par exemple, mettons, au niveau individuel, quand Dieudonné a fait son sketch, un week-end, le mercredi d'après, il devait faire un spectacle. Je crois que c'était à l'Olympia, mais je ne suis pas sûr. Eh ben, quelques coups de fil des Sayanim, et puis ils sont très influents. De toute façon, ils sont très influents dans tous les domaines où il y a de l'influence et du fric, etc. Et donc, ils ont dit, voilà, on interdit le spectacle. Il faut interdire le spectacle. Et même si le directeur de l'Olympia n'a pas envie, c'est-à-dire il n'est pas juif, il n'est pas un Sayan, il se dit, j'ai pas envie de me mettre à dos des producteurs, des cinéastes, des hommes d'affaires, etc. Je n'ai pas envie. Voilà, ils me demandent ce service, je le rends parce que je sais à quel point ils sont puissants. Et donc, moi, j'ai pas envie d'avoir des histoires. Et donc, ils ont interdit ce qui se fait jamais, parce que les billets ont été vendus, etc. Ça, c'est sur le plan individuel. Maintenant, prenons par exemple quelques exemples collectifs, parce que le Mossad, mettons, il a 4000 agents en France, 5000, et il a envie de les lancer tous ensemble sur quelque chose. D'accord? Voilà, c'est-à-dire, par exemple, lorsque un soldat israélien a été enlevé en 2007, je crois. À l'époque, moi, je connaissais l'existence des Sahénim, mais il n'y avait pas Facebook, enfin, en tout cas, je n'étais pas là-dessus, et je ne savais pas comment le raconter. Mais c'était extraordinaire, je voyais ça, comment il faisait. Dans les 24 heures qui ont suivi, les médias, tous les médias et les hommes politiques qui ont reçu les instructions du Mossad, ils sont allés partout répétant le nom du soldat. Gilad Shalit, Gilad Shalit a été enlevé, Gilad Shalit. Et je vous assure qu'au bout d'un mois, le nom est entré dans le crâne de 90% de la population mondiale. Et j'ai fait l'expérience au Maroc. Une fois, par exemple, j'étais dans une conférence au Maroc, et pourtant Dieu sait s'il déteste les sionistes. Et donc je fais comme ça, oui, ce soldat-là, comment il s'appelle, et tout le monde a dit Gilad Shalit. Il est rentré, on leur a fait rentrer dans le crâne, de gré ou de force. Dans quel but? Dans le but de, il faut que les gens sachent, intègrent dans leur esprit, de gré ou de force, qu'un soldat israélien a été enlevé et qu'il est l'otage. Bien. Maintenant, dans la même semaine où un soldat israélien a été enlevé, l'armée d'occupation sioniste a enlevé 45 députés du Hamas, des députés du Parlement palestinien. Je répète, l'armée israélienne a enlevé, kidnappé 45 députés du Parlement palestinien qui étaient du Hamas ou du Front populaire de libération de la Palestine, et les a gardés en prison 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans qu'il leur reproche quoi que ce soit, sans procès. Ce sont des députés. Qui connaît le nom d'un seul de ces députés? Personne. Qui sait qu'il y a eu ces députés? Pratiquement pas grand monde. Donc voilà le contrôle des médias, voilà ce que c'est. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Lorsque le Hamas a gagné les élections en 2006, démocratiquement, enfin si vous vous souvenez, il y a eu des élections.
Et donc le Hamas a gagné. Mais Israël n'avait aucun intérêt à négocier avec le Hamas. Parce que il a les larbins de l'autorité palestinienne, les caniches de l'autorité palestinienne. Eux, ils acceptent tout. Ils acceptent la colonisation, ils acceptent la construction des logements des Juifs, ils acceptent tout. Ce sont même les forces de sécurité palestiniennes qui arrêtent les résistants, les vrais résistants. Donc Israël est tranquille de ce côté-là. Mahmoud Abbas, c'est génial. Mais le Hamas, il ne va pas marcher. S'il est élu, il va dire non, non. Nous, ou on a un État, ou on arrête. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Sayanim? Moi j'ai assisté à ça. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que on aurait pu, disons, penser que l'Europe, se disant, bon, voilà, il y a un gouvernement du Hamas, démocratique, légitime, on va juste lui demander ce qu'il veut, dans quelles conditions il peut faire la paix, etc. Je veux dire, c'est la logique. Vous savez que l'ancien président Carter, c'est ce qu'il réclame. Il dit, et voilà, on peut négocier avec lui. Et donc, tous les Sayanim, c'est-à-dire tous les hommes politiques, les journalistes, etc., sont venus à la télévision, dans les médias, dans les journaux, ils ont dit il ne faut pas négocier avec le Hamas, c'est un mouvement terroriste. Voilà. Donc, avant même de discuter avec lui, avant même de savoir dans quelles conditions on peut obtenir la paix, ils ont décrété qu'on ne peut pas discuter avec lui. Et donc, au bout de 24 heures, aucun homme politique européen, c'est-à-dire les Chirac, etc., n'a osé aller contre ce diktat parce que c'est devenu comme une espèce de diktat. Voilà. On ne sait pas qui l'a lancé, bien sûr, mais il est devenu un diktat. Maintenant, je vais vous donner un exemple récent. Vous prenez, vous prenez par exemple, vous savez, aujourd'hui, il y a eu un procès du CCIF contre Georges Bensoussan, parce qu'il avait sorti une phrase du genre « les Arabes têtent la judéophobie au sein de leur mère ». Bon. En général, quand on dit des choses contre les nègres et les bougnoules, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais les Juifs, attention, on ne peut pas les poursuivre quand même, c'est sacré, ils ont beaucoup souffert. Donc il y a eu un procès et le CCIF a perdu en première instance. Maintenant ils vont faire appel, mais voilà. Sauf que vous remarquerez que même le terme islamophobie, les Juifs dénient aux musulmans le droit de prétendre à l'islamophobie. Ça veut dire, ils disent, l'islamophobie est un truc inventé de toutes pièces, qui n'existe pas. On a le droit de critiquer l'islam. L'islamophobie est un prétexte. Je ne sais pas si vous suivez un peu cette discussion qui se passe en France. L'islamophobie est, comment dire, on devrait même pas prononcer le mot d'islamophobie. Ça n'existe pas, voilà. C'est très malin, ça, de la part des Juifs sionistes. C'est-à-dire, on n'a même pas, enfin, les musulmans n'ont même pas le droit de bénéficier, comment dire, de bénéficier de la présomption d'attaque contre leur religion. C'est hallucinant. Or, qui mène ce combat contre la notion d'islamophobie, contre la légitimité de l'islamophobie? Qui? Pascal Bruckner, juif sioniste, improbable sayan. C'est lui qui est aux avant-postes. Pascal Bruckner. Elisabeth Badinter, juif sioniste, travaillant pour le Mossad. Badinter. Alain Finkielkraut, bon, sur lequel je ne vais pas revenir. Elisabeth Lévy. Ce sont et Georges Bensoussan et d'autres. Bon, voilà. Je cite les principaux.
Ah oui, il y a un qui est très peu connu, Philippe Carsenti. Philippe Carsenti, c'est celui qui a voulu, vous connaissez l'histoire de ce petit gamin qui a été assassiné par l'armée israélienne à Gaza en 2000, au moment de l'intifada. Son père le protégeait comme ça, et il a été criblé de balles. Bon. Et c'était un reportage du journaliste de France 2. Bon, le nom m'échappe, mais il va me revenir ou quelqu'un me le rappellera. C'était quelqu'un vraiment de très objectif. Et Philippe Carsenti a mené pendant des années, enfin jusqu'à aujourd'hui, il mène un combat pour dire que France 2 a menti et que ce gamin n'a jamais été tué par les balles israéliennes, alors que ça a été filmé, enfin bon, voilà. Et donc, ce Philippe Carsenti, c'est, oui, Ahmed Al-Dorawi. Mais il y a le nom du journaliste de France 2 qui a pris sa retraite, et le nom m'échappe pour le moment, mais voilà, Charles Anderlin, je crois. En tout cas, Anderlin, oui. Merci, Kader. Et donc, en fait, ce Philippe Carsenti, c'est un des chouchous de TV Liberté. Et donc, en fait, la plupart de ces juifs, ah oui, Goldnadel, par exemple, lui aussi, il déteste le mot islamophobie. Or, tous ces juifs sionistes, les Sayanim, qui travaillent pour le Mossad, sont devenus les chouchous des sites de réinformation d'extrême droite. Pourquoi? Comme Philippe Carsenti, par exemple, qui est un des piliers de TV Liberté, Goldnadel, etc. Bon, Elisabeth Lévy, enfin, bon. Pourquoi? Parce que, en fait, cette frange de l'extrême droite française a toujours été antisémite. C'est comment dire, l'idéologie antisémite, c'était eux qui l'ont toujours porté au pinacle. Mais aujourd'hui, enfin depuis 2-3 ans ou 4 ans, ils sont liés par la haine de l'islam, la haine des musulmans. Et donc, ils se retrouvent. Et d'ailleurs, Israël a tissé des liens très importants avec tous les mouvements d'extrême droite en Europe. Même le Front National, enfin, je veux dire, le Front National, le mouvement de Geert Wilders en Hollande, en Hongrie, etc. Donc, maintenant, prenons par exemple le cinéma, c'est un domaine où les Sayanim font la loi. Aux États-Unis, par exemple, bon, aux États-Unis, il n'y a quasiment pas de. Enfin, les Juifs sont enfin, très représentés. Enfin, il y a peut-être, ils sont 1% ou 2% de la population. Dans l'industrie du cinéma ou de la télévision, ils sont 30%. Mais voilà, prenons par exemple, et donc ils contrôlent quasiment l'industrie du cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez ce documentaire qui s'appelle Les Arabes vus par Hollywood. Je sais pas, bon, enfin j'imagine qu'on peut le chercher. Ça peut être assez facile à trouver. Et c'est extraordinaire l'image de l'arabe, donc l'arabe méchant, l'arabe traître, tout, et ça c'est construit par le cinéma hollywoodien. Mais qui est derrière, justement? Donc, par exemple, vous avez le film Exodus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film. Vous savez, le film Exodus a été fait par, je crois que c'était un cinéaste juif. Enfin, en tout cas, même s'il n'est pas, en tout cas, il a repris un livre d'un juif qui a écrit sur 1948, 47-48, et totalement dans l'idéologie sioniste. Et ce film a eu un succès en 1960-61, a eu un succès mondial extraordinaire.
l'équipe qui a fait ce film, quand elle est arrivée à l'aéroport de Tel Aviv, elle a été reçue par le Premier ministre lui-même. C'est dire l'importance que le gouvernement sioniste de l'époque accordait à ce film. Pourquoi? Parce que ce film, très bien fait avec Paul Newman, un film, enfin sur le plan technique, etc., magnifique. Mais quand on sort de ce film, c'est très simple, on est acquis à la cause sioniste à 100%. C'est-à-dire, les Juifs sont arrivés en Palestine, il y avait presque personne, ou des gens qui travaillaient pas bien la terre, etc. Et les Juifs sont montrés comme des gens généreux, beaux, travailleurs, et les Arabes paresseux, fourbes. Et arrive 47, et les Juifs tendent la main aux Palestiniens, ils leur disent « nous voulons vivre avec vous dans la paix ». Mais les Arabes qui subissent la propagande de leurs frères d'ailleurs, qui veulent tuer du Juif, et ils s'en vont. Ils sont bons. Ce sont les Arabes qui sont bons. Les Juifs n'y sont pour rien. Alors, les Juifs ont même essayé de les retenir. C'est extraordinaire. Vous connaissez l'expression le storytelling. C'est ça, enfin, le storytelling, cherché dans un dictionnaire, c'est la manière de raconter une histoire. Storytelling, ça veut dire raconter l'histoire de 48 et en la magnifiant, etc. Et donc, ce film a formaté. Les gens se demandent, mais comment ça fait que les gens sont sionistes? Mais que vous avez un seul film comme ça. Il a formaté toute une génération d'Européens, d'Américains, d'Australiens, etc. Une génération a été formatée. Bon, il y a bien sûr quelques-uns qui échappent. Mais grosso modo, voilà. Et le travail, c'est ça le travail des Sayanim. C'est-à-dire que être toujours, comment dire, être toujours sur la brèche. Et ça, c'est une organisation fantastique. Bon, évidemment, les Arabes auraient pu le faire, mais qui dirigerait? C'est en fait, les Juifs, ils bénéficient de ce système qu'ils ont réussi à créer un esprit tribal, c'est-à-dire un esprit d'appartenance. Et donc, que les Juifs soient, de quelque nationalité qu'ils soient, ils sont amenés à travailler pour cet État qui est censé les représenter. Ce qui est totalement faux, mais voilà, on a réussi à monter ça. Et donc, en fait, voilà comment dire, voilà, maintenant, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question. Ah oui, il vient de repasser hier, c'est incroyable. Vous savez, Exodus, régulièrement, il passe sur une chaîne genre C8, machin, etc. C'est comme le film Shoah, c'est comme les films sur la Shoah, c'est du matraquage. Voilà, il faut qu'ils reviennent et c'est ça. Bon, en fait, voilà, si vous avez quelqu'un dans les médias, s'il y a quelqu'un qui est pro-palestinien, vous savez, une fois, il y avait, regardez comment ils sont terribles les Sayanim, et ceux qui obéissent malgré eux de manière presque systématique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont peur de se montrer favorables aux Palestiniens. Je vais vous raconter une scène, mais elle explique presque, enfin, elle est incroyable. Il y avait un rappeur, je crois, enfin, qui est passé mais il y a quelques années, peut-être il y a 4-5 ans, sur Canal, vous savez, le grand journal. Et il portait un t-shirt où il y avait écrit « Libérer la Palestine », quelque chose comme ça. Bon. La caméra, alors que d'habitude, la caméra, elle prend les gens sous divers angles, etc. La caméra, elle est restée sur sa tête comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu son t-shirt. En fait, c'est ça le truc, c'est que
les Sayanim sont tellement puissants et ils ont introduit cette peur que les autres, ceux qui ne sont pas Sayanim, ceux qui s'en foutent, ils n'osent même pas. Vous savez, il y avait une journaliste d'Europe 1, née, je crois, enfin, elle s'appelait, mais c'était dans les années 90. Elle avait raconté l'histoire suivante. Elle avait dit un jour, j'ai parlé d'un enfant palestinien qui a subi ceci et cela. Elle a été tellement prise à partie, harcelée, etc., qu'elle a dit comme ça, je ne parlerai plus jamais de ce problème. Voilà. Donc en fait, c'est quoi le but des Sayanim? Cette armée qui est infiltrée dans tous les organes de la société. Infiltrée, même dans le Conseil d'État. Vous savez que Sarkozy avait nommé le fils Karsfeld conseiller d'État, alors qu'il n'a rien, qu'il n'a aucun diplôme pour le faire. Mais bon. Donc, c'est infiltré dans prenez la 17e chambre correctionnelle, etc. Enfin bon. Prenez par exemple Christophe Oberlin. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe Oberlin. C'est un chirurgien qui va régulièrement à Gaza pour former des médecins, des chirurgiens. Et il enseigne à l'université parisienne. Et il avait un devoir sur la chirurgie post-guerre. Enfin, je ne peux pas. Enfin, en tout cas, le fait est que le sujet qu'il a posé à ses étudiants, c'était les dégâts médicaux. Et, enfin, ça portait à peu près sur ça. Les dégâts chirurgico-médicaux qu'ont pu causer les bombardements israéliens sur Gaza. Donc c'était technique médicale, mais c'était dans un cas précis. Bombardement israélien sur des civils. Voilà le travail des Sayanim, c'est que tout de suite, il y a l'organisation des médecins juifs, ça existe. Je ne sais pas si ça existe chez les musulmans, mais en tout cas ça existe chez les juifs. Donc l'ordre des médecins juifs ou l'association des médecins juifs a porté plainte contre Christophe Oberlin pour antisémitisme, enfin voilà. Et donc il y a eu un jugement, enfin bon. Bon, je ne sais pas où il en est l'affaire, mais le fait est là, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de meute. Voilà. Les Sayanim sont là comme une meute qui s'abat sur voilà, par exemple, l'université Paris. Il devait y avoir, il y a quelques mois, il devait y avoir un colloque sur la Palestine. Enfin, c'est la moindre des choses. Eh bien, il y a eu des interventions et puis le président de l'université a interdit le colloque. L'école normale supérieure, à l'époque où il y avait, comment il s'appelle, Stéphane Hessel était vivant, il y a, je pense, il y a 2-3 ans, il devait faire un colloque sur le BDS à l'école normale supérieure. Enfin, je veux dire, ce sont des choses qui sont normales, habituelles, enfin, ça ne devrait même pas poser un problème. Eh bien, on a appelé la patronne de l'UNR, enfin, je veux dire, c'est ça, les contacts, c'est quoi? C'est-à-dire, on mobilise des députés, des ministres, etc., qui font pression sur la direction de l'ENS, et l'ENS a interdit la soirée, la conférence. Et je me souviens parce que j'étais là-bas, et ils ont fait une conférence dehors, à la place du Panthéon, à côté de l'ENS. Donc voilà voilà le travail des CNI. Ils sont bien organisés, ils sont bien, ils sont partout. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire il n'y a aucun domaine qui leur échappe. Prenez par exemple la publicité. Je pense peut-être je terminerai là-dessus. Prenez la publicité, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. C'est-à-dire que tous les médias aujourd'hui ne vivent que par la publicité. Vous savez,
les journaux, les revues, les chaînes de télévision. C'est la publicité qui est comment dire, leur première source de revenus. Or, qui tient la publicité en France? Et on peut extrapoler sur l'Angleterre et les États-Unis. Qui tient la publicité en France? 2 personnes détiennent à peu près 60% du marché publicitaire. 2 personnes. Maurice Lévy, patron de Publicis, et Bertrand Fuchs, un des patrons de Havas. Ce sont 2 juifs sionistes. Fuchs est même membre du CRIF. Et Maurice Lévy, il est très connu. Et comment pouvez-vous lancer, par exemple, une campagne pour la Palestine ou anti-israélienne, enfin, sérieuse? Bien sûr, il y a des petites campagnes comme ça, etc. Mais c'est de la rigolade, ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, le vrai matraquage, le grand matraquage, il est fait dans les grands médias. Et les grands médias, voilà, ils sont tenus. Ils sont tenus par les Sayanim, les journalistes Sayanim qui sont à l'intérieur, par la publicité, par l'action de la ministre de la Culture Audrey Azoulay, enfin, etc., etc. Voilà. C'est tout ce système. En fait, quand j'avais fait la conférence à Marseille, je ne sais pas si je l'avais faite avec Alain Soral, vous pouvez la retrouver sur YouTube. J'avais dit une chose. J'avais dit que les sionistes ont tissé une toile d'araignée par le haut. Ils contrôlent tout par le haut. Ils contrôlent la justice, contrôlent tout le système gouvernemental, contrôlent les médias, le cinéma, etc. Mais par le haut. Alors, quelqu'un m'a dit tout à l'heure comment on peut se battre contre le système. Moi, je propose qu'on crée une toile d'araignée par le bas. Il faut commencer par le bas, par la base. C'est-à-dire créer des petits réseaux de résistance, des petits réseaux de soutien, ce que j'ai appelé à l'époque, créer par exemple des salons, des soirées thé à la menthe, où on se rencontre, où on se fait des échanges de solidarité, de conférences. Il faut apprendre à créer des réseaux de solidarité, voilà. Des réseaux à travers, par exemple, l'immeuble, à travers le quartier, à travers des classes. Donc, voilà, c'est à vous je veux dire à chacun de lancer ces petits réseaux. Et ces petits réseaux peuvent faire des grands réseaux. C'est une façon de résister, je crois beaucoup à ça. Et il ne faut pas croire que, vous savez, il y a une expression qu'on appelait à l'époque le grand soir. C'est-à-dire, on attend le grand soir, c'était le rêve des révolutionnaires. C'est-à-dire, où tout allait basculer, où la révolution allait réussir, etc. Donc, il ne faut pas attendre le grand soir. Il faut travailler, un travail de fourmi, travail de base, voilà. Et je pense que chacun d'entre nous, selon ses moyens, ses possibilités, avec les réseaux sociaux, etc., on peut y arriver. On peut y arriver, c'est-à-dire on peut créer, ne serait-ce que créer une page Facebook, créer son petit réseau, voilà, avec des amis, avec des gens, faire la publicité d'un livre, faire la publicité autour de son immeuble, de son quartier, de solidarité, de soutien scolaire, d'échange de livres. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà, donc je vous encourage juste à rentrer dans le mood de résistance. Voilà. Et les idées viennent après. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les Sayanim. J'ai probablement oublié. Oui, bon, je vais terminer par ça quand même, parce que c'est important. Les Juifs sionistes, donc des Sayanim, je vais citer un nom qui est très important, qui s'appelle Gilles Taïeb. Gilles Taïeb est quelqu'un qui est très impliqué dans l'aide à Israël, c'est un juif français, enfin français entre guillemets. Mais il vit en France.
Et avec d'autres, il a créé une loge judéo-sioniste au Grand Orient de France en 2002. Donc ils étaient venus me voir parce que Jacob Cohen, ils se sont dit, il est des nôtres, ça ne peut pas être autrement. Et donc, voilà, ils m'ont dit, on va créer une loge pour aider Israël, etc. Et donc voilà, une loge, c'est contraire au règlement du Grand Orient. Parce qu'on ne peut pas créer une loge qui est spécifiquement juive et sioniste. Seulement, évidemment, ils ne l'ont pas dit. Ils ont dit, on va créer une loge ouverte à tous pour favoriser le dialogue entre les peuples. Enfin, vous connaissez le discours sioniste, il est extraordinaire. Et donc voilà, chaque année, cette loge qui existe toujours, qui s'appelle l'Étoile de la Paix, organise des voyages en Israël, ils emmènent 200 personnes chaque année, on leur lave le cerveau bien. Voilà, donc en fait, c'est ça le travail d'Israël. Voilà, c'est du travail partout, et donc nous pouvons résister, enfin, nous pouvons créer nos propres réseaux. Voilà, que chacun y pense, que chacun le fasse avec des amis, avec des voisins, avec des parents, etc. Et toutes les batailles comptent. Il ne faut pas oublier ça. On n'attend pas la grande révolution, le grand soir. Toutes ces batailles comptent. Vous savez, j'étais à Brive il y a quelques années, il y a 2-3 ans, et j'étais vraiment magnifiquement émerveillé de voir un petit groupe comme ça qui travaille pour la Palestine. Et des Gaulois, hein, ce n'était pas des beurs. Donc voilà, en fait, là où vous êtes, vous pouvez faire beaucoup de choses. Enfin, beaucoup, je ne sais pas, en tout cas, vous pouvez faire quelque chose. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je tiens compte de vos questions, donc n'hésitez pas à me faire part de vos propositions. Et puis donc la prochaine, je l'annoncerai. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de bonheur, du courage et tout ce qui va avec. Au revoir.